effectivement, donc après vous avoir parlé de l'implication des citoyens dans un de nos projets en particulier, là je vais vous parler de l'implication des projets des citoyens en général dans les projets qu'on mène au sein du It West SRL. Alors, donc déjà, pourquoi on souhaite impliquer les citoyens dans nos actions pour répondre à un certain nombre de besoins? Un besoin de cohérence d'abord, parce qu'au sein du LIT, on a pour ambition de réconcilier l'élevage et la société, ce qui passe à notre sens par le fait d'échanger un maximum avec les citoyens. Un besoin d'authenticité également, puisqu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à entendre les citoyens à travers des statistiques et aller directement échanger avec les citoyens, ça permet de se reconnecter aux personnes qui sont à la base de ces statistiques et de mieux les comprendre. Un besoin de précision aussi, parce qu'en échangeant avec les citoyens, ça nous permet d'avoir davantage de détails, notamment des éléments qualitatifs qui viennent expliquer le quantitatif des statistiques. Et un besoin de différenciation, puisqu'on n'est pas les seuls à lancer des projets sur l'élevage de demain. Et par contre, je pense qu'on est les seuls à impliquer les citoyens dans ces démarches-là, du moins en tout cas au point où on les implique. Et ça nous permet en fait d'apporter vraiment notre pierre à l'édifice dans l'ensemble de ces réflexions. Donc, ça, c'était le pourquoi. Maintenant, est-ce qu'on peut réussir à impliquer les citoyens? Et si oui, comment? Pour essayer de répondre à ces questions-là, on a, entre 2021 et 2024, impliqué les citoyens dans 25 de nos projets. Et c'est donc la façon dont les citoyens ont été impliqués dans ces 25 projets dépend de 18 modalités choisies ou imposées. Ces 18 modalités, elles sont relatives, pour une partie d'entre elles, au projet directement, c'est-à-dire sur quel sujet va porter l'implication citoyenne. Est-ce que c'est un sujet vraiment très précis ou très général? Sur quelle espèce, multi-espèce, mono-espèce, si c'est mono-espèce, porc, volaille, bovin, par rapport à quels enjeux, à quel moment du processus d'innovation du projet l'implication citoyenne va avoir lieu, et avec quel objectif. Et ces modalités, elles sont aussi relatives au projet de façon indirecte, c'est-à-dire elles sont liées aux contraintes ou aux opportunités qui accompagnent le projet, c'est-à-dire tout ce qui porte sur les modalités organisationnelles, spatio-temporelles ou politico-financières. Si je prends par exemple les modalités organisationnelles, ça va être quel est le format possible ou imposé de l'implication citoyenne, quel profil de citoyen on veut, représentatif de la population ou pas, quel nombre de citoyens on souhaite impliquer, est-ce que ces citoyens-là, on les met en contact avec d'autres citoyens, est-ce qu'on les met en contact avec des professionnels, comment on les recrute et comment on les stimule pour ceux qui sont recrutés. Par rapport aux modalités spatio-temporelles, ça va être où est-ce qu'a lieu cette implication citoyenne, à quel moment a lieu cette implication, combien de temps elle dure et à quelle fréquence elle est faite. Et par rapport aux modalités politico-financières, ça va être est-ce qu'on met en place un dédommagement ou pas, si oui, de quelle nature, donc en nature ou financier, et si financier, de quel montant. Et par rapport au soutien politique, ça peut être, du coup, est-ce qu'on a un soutien politique ou pas, et si oui, sous quelle forme, sous forme de participation, de communication, de l'implication citoyenne, etc. Donc, si on regarde les 18 modalités qui constituent chacune des 25 implications citoyennes qu'on a menées, on s'aperçoit qu'on a très peu de redondance dans les modalités choisies. Parce qu'en fait, on a testé toutes les modalités que vous voyez là sur la slide, c'est-à-dire 90 modalités d'implication des citoyens. Le fait d'avoir impliqué les citoyens donc dans ces 4 années d'expérimentation, selon 90 modalités différentes, ça nous permet d'avoir une vision assez large de s'il est possible ou pas d'impliquer les citoyens dans nos projets. Mais par contre, le fait que ces modalités, ce soit une combinaison de 18 modalités avec à la fin un résultat, est-ce que l'implication est réussie ou pas, ça ne nous permet pas d'extraire, en tout cas d'identifier avec certitude quelle modalité a fait que l'implication citoyenne a été une réussite ou a été un échec. Par contre, ça nous permet d'identifier, en tout cas, d'émettre des hypothèses, des suppositions qu'on a souhaité confirmer et préciser dans un second temps à travers une enquête qu'on a lancée entre 2024 et 2025 auprès de plus de 300 citoyens, où en fait on a repris chacun des 18 points que je vous ai montrés tout à l'heure, par exemple le format, et on leur a présenté les différents formats qu'on avait testés, et on leur a dit si vous devez participer à un projet, quel serait le format qui vous donnerait le plus envie de participer.
Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'ensemble de ce travail? Donc déjà, est-ce qu'on peut impliquer les citoyens? Nous, on retient qu'une implication citoyenne est possible, puisque sur les 4 années d'expérimentation qu'on a faites, donc sur les 25 projets, on a plus de 3000 citoyens qui ont participé à nos projets. Et on retient également que cette implication, non seulement elle est possible, mais elle est souhaitée. Elle est souhaitée parce qu'en fait, les citoyens, dans le cadre de l'enquête, avant de nous répondre sur, par exemple, le format, lequel ils préféreraient, la durée, quelle serait la durée acceptable, etc., on leur demandait s'ils seraient intéressés dans des futurs projets d'être impliqués. Et en fait, 95% nous ont répondu que oui, 26% nous disant même que pour eux, c'était non seulement souhaitable, mais enfin, même plus loin, ils disaient que c'était même nécessaire, selon eux, d'être impliqués dans ces futurs projets. Donc, une implication possible est souhaitée, mais comment les impliquer le plus efficacement possible? On a identifié 47 modalités, donc par rapport à nos observations de terrain recoupées aux résultats de l'enquête, 47 modalités parmi les 90 comme relativement impactantes sur l'implication des citoyens. Ces modalités, ce sont celles qui sont relatives donc au type de sujet, à l'espèce concernée, à l'enjeu visé, à la temporalité dans le processus d'innovation, au format, au lieu, à la durée, à la fréquence et au dédommagement ou pas mis en place. Et quand je dis que ces 47 modalités qui sont de nos observations terrain et des résultats de l'enquête, à notre sens, les plus impactantes dans les résultats de l'implication citoyenne, ça peut être des modalités qui influencent positivement ou négativement l'implication citoyenne, sachant qu'on a distingué dans l'implication citoyenne ce qui était relatif à la participation des citoyens, c'est-à-dire est-ce que beaucoup de personnes viennent participer, et ce qui était relatif à l'engagement des citoyens, c'est-à-dire pour les personnes qui viennent, est-ce que leur participation est de surface ou est plus qualitative, plus profonde, est-ce qu'ils sont plus investis? Je ne vais pas forcément avoir le temps de reprendre les 47 modalités pour vous dire pour chacune si elle a un impact positif ou négatif, et si oui, si c'est positif ou négatif, si ça porte sur la participation des citoyens, sur l'engagement des citoyens ou sur les deux. Mais l'ensemble de ces résultats-là, vous pourrez les retrouver dans une publication JRP qui sera publiée officiellement début 2026. Donc ça, c'était le travail qu'on a terminé sur comment rendre l'implication citoyenne plus efficace. Ensuite, on s'est demandé comment rendre cette implication citoyenne plus durable. Puisque jusqu'à présent, dans les implications citoyennes qu'on menait, on recrutait systématiquement à chaque nouvelle implication citoyenne, on recrutait de nouveaux citoyens. On ne capitalisait pas, on n'essayait pas de garder contact avec les citoyens, ce qui faisait que ça nous prenait du temps à l'implication citoyenne d'après, parce que recruter, c'est énormément de temps, recruter des citoyens. Donc du coup, on s'est dit, plutôt que de passer du temps à recruter, on va essayer de maintenir les citoyens dans le cadre d'un collectif qu'on sollicitera à chacune de nos implications. Donc ce collectif, on l'a créé début 2025. Donc sa gestion est basée sur les enseignements précédents, donc c'est-à-dire on essaie de les solliciter que selon les modalités qui permettent de maximiser leur engagement sur l'implication du coup au jour J et du coup dans le temps. Et on le challenge par un système de points, c'est-à-dire que plus ils participent aux implications citoyennes qu'on leur propose, plus ils engrangent de points, et au bout d'un certain nombre de points, ils gagnent un cadeau. Et en l'occurrence, en ce moment, pour cette année, c'est un panier garni de produits Fermi. Ce collectif de citoyens, donc, c'est un collectif test cette année, qui est composé de 100 personnes. On l'a testé lors de 5 nouvelles implications citoyennes, dont celle dont Jennifer a parlé dans le cadre de Bâtiment Volaille. Et les premiers retours sont positifs en termes de participation du collectif de citoyens et d'engagement de ces citoyens. Et du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de pérenniser ce collectif pour avoir en 2027, donc de pérenniser et de l'améliorer, pour avoir en 2027 un collectif qui montrait jusqu'à 500 citoyens, pour nous permettre de faire des implications citoyennes quantitatives, parce que jusqu'à présent, avec 100 citoyens, on est plutôt sur des implications citoyennes qualitatives. En tout cas, cette année, c'est ce qu'on a fait. 500, ça nous permettrait de commencer à faire du quantitatif. Et qui dit quantitatif dit une attention particulière sur la représentativité du collectif. Et du coup, c'est aussi quelque chose qu'on a en tête, renforcer la représentativité des citoyens qui composent ce collectif.
Et aussi travailler sur les biais d'acculturation de ces citoyens, parce que c'est des éléments que vous nous avez fait remonter, en tout cas des alertes que vous nous avez fait remonter. Voilà, attention à l'acculturation du collectif. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé, pour nous permettre d'avoir une force de frappe aussi pour l'après-LIT, avoir un collectif de citoyens sur lesquels on pourrait s'appuyer. Donc, une implication citoyenne plus efficace et plus durable, qui permet une contribution plus riche et plus régulière. Mais par contre, cette contribution plus riche et plus régulière, dans la pratique, on constate qu'elle est difficilement utilisée par les professionnels dans nos projets. Elle est difficilement appropriée parce que, bien qu'elle soit acceptée dans le principe, dans la pratique, c'est plus compliqué. Il y a un problème on veut travailler sur le fait de réussir à mieux légitimer auprès des professionnels cette contribution des citoyens pour qu'ils puissent davantage l'intégrer dans nos projets. Le fait d'impliquer, de réussir à davantage intégrer la contribution citoyenne dans les projets, ça devrait permettre d'aboutir à une meilleure prise en compte des attentes des citoyens. Et du coup, on attend, en tout cas on espère, en retour, avoir une meilleure cohérence entre des attentes citoyennes qui sont mieux prises en compte et l'acte d'achat du consommateur. En tout cas, c'est ce sur quoi travaille Dorine, qu'elle vous présentera juste après, et essayer de favoriser cette cohérence entre les attentes des citoyens et des consommateurs. Et du coup, pour conclure, ce que je vous dirais, c'est que donc une implication citoyenne est possible et souhaitée par les citoyens. Pour nous, elle est nécessaire dans notre optique de faire converger l'élevage et la société vers un futur commun. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas facile à mettre en œuvre, parce qu'en fait, son résultat dépend d'un certain nombre de modalités, de combinaisons de modalités. Voilà, le résultat, il faut beaucoup d'expérience pour réussir à avoir une contribution qui soit utile et pertinente, mais quand c'est le cas, ça vient vraiment enrichir les discussions des professionnels, et je parle bien d'enrichir, parce que l'idée, c'est pas de substituer la contribution des citoyens à l'expertise métier, mais bien de venir enrichir tout ça dans une logique de co-construction équilibrée, qui est la méthode de travail du LIT-WESL. Merci de votre attention. Merci. Séance questions-réponses. Tu as parlé à un moment donné de l'acceptation par les professionnels. Oui. Et je n'ai pas compris ce qu'il y avait derrière. Ça rejoint un peu ma présentation de ce matin. Tu sais, j'ai dit qu'on apportait aux professionnels à chacune des étapes, on avait apporté aux professionnels à chacune des étapes, par exemple à l'étape d'idéation des idées des citoyens pour penser l'élevage de demain. Mais en fait, les professionnels d'eux-mêmes n'intègrent pas forcément ces idées-là. Et on constate une certaine difficulté, dès lors qu'ils savent que ces idées-là viennent des citoyens, à les intégrer dans le processus. Voilà. Est-ce que vous avez des moments d'échange avec eux en dehors de la consultation? Est-ce qu'il y a des retours qui sont faits auprès de cette communauté sur l'avancement du LIT? Sur le collectif de citoyens ? Oui, tout à fait. Non, sur le collectif de citoyens, pas encore. Pour l'instant, on s'est dit qu'on faisait vraiment toutes les implications citoyennes qu'on voulait faire sur l'année test 2025, et qu'à la fin de l'année, une fois qu'on avait fait toutes les implications, là, on reprenait contact avec certains d'entre eux, en tout cas ceux qui seraient disponibles, pour faire un bilan, notamment pour essayer d'améliorer aussi la gestion du collectif. Et c'est pour ça que là, j'ai commencé à vous donner des petites billes sur le collectif de citoyens, mais c'est un travail qui est encore en cours et dont je vous présenterai les résultats une fois que l'année test 2025 sera finie, donc du coup courant 2026. Quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire les précautions que vous prenez pour sélectionner ces citoyens et s'assurer de leur représentativité ? Ok. Alors, s'assurer de leur représentativité, comme je le disais, là, sur les 100 citoyens, on n'a pas travaillé sur la représentativité. C'est quelque chose qu'on fera sur l'échantillon plus grand. Par contre, les citoyens, on les recrute tous en direct, c'est-à-dire que, en fait, c'est dans le cadre de salons.
Donc on échange avec eux et si jamais ils sont intéressés, on leur propose d'intégrer le collectif. Mais par contre, nous, on fait un tri effectivement, c'est-à-dire que des fois, on attire des personnes qui ne comprennent pas qui on est et qui viennent par exemple nous dire « Ah bah moi, si c'est pour casser de l'éleveur, je veux bien ». Bon, bien sûr, ces personnes-là, on les laisse remplir, mais on ne garde pas leur contact derrière, quoi. Et justement, le fait de recruter ces citoyens en direct, pour en avoir déjà discuté avec plusieurs d'entre vous, c'est quelque chose, en tout cas pour ceux avec qui j'ai discuté, sur lequel vous tenez pour justement faire une sorte de tri et essayer d'éviter certains avis qui ne seraient pas très constructifs dans le cadre des projets qu'on mène. Ici, tu as parlé du rapprochement citoyen-consommateur, mais il y a des sujets comme l'acceptation d'élevage par du voisinage, qui est plutôt du citoyen que du consommateur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à garder quand même pour certains projets une distinction ? Ouais, bonne remarque. Et tu vois, par exemple, ce matin, je disais que les citoyens, on les avait fait contribuer de façon indirecte dans le processus de co-construction des concepts. En fait, on l'a fait parce que on les a déjà mis en direct dans des projets, donc avec les professionnels, et dès qu'ils sont avec des professionnels, ils entrent dans une posture très passive. C'est-à-dire qu'en fait, ils écoutent les professionnels, les éleveurs, etc. Ils essaient de comprendre, ce qui est très bien si c'est un projet local avec des voisins qui sont invités. Mais ce qui, nous, en tant que LIT, sur une échelle plus large, nous intéresse pas tellement. Nous, on voulait vraiment une contribution des citoyens qui fasse avancer ces projets-là. Mais par contre, dans le cadre de voisins, mettre, effectivement, il faut distinguer, je suis d'accord avec toi, mettre ensemble citoyens et éleveurs dans le cadre d'un projet d'élevage qui va se monter dans un village en particulier, là, c'est particulièrement intéressant. Ouais. Alors, si moi j'ai une petite question, je peux ? Oui. Moi, je prends le droit. Justement, dans le cadre des voisinages, comment on arrive à distinguer le vrai voisin du voisin qui est un peu jaloux ? Ah, bonne question. Et alors moi, j'ai pas travaillé avec les voisins, mais Romain a une expérience très récente sur un projet d'élevage avec des voisins et comment on distingue les vrais voisins et... Il n'a pas écouté la question, je pense que tu peux... Si, c'est bon, j'ai été briefé entre les deux, excusez-moi. Alors, comment on gère? Si j'avais la réponse, ce serait cool, hein, déjà. Ce que je peux dire, c'est que chaque situation a sa particularité. À la limite, le point qui pourrait ressortir du peu de discussions que j'ai eues et du peu de cas que j'ai pu voir passer, c'est travailler en amont. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le projet, typiquement le permis de construire, est déposé, là on rentre dans le recours, on est dans les recours administratifs et en fait le dialogue est rompu. C'est-à-dire que même s'il y a un petit problème à l'intérieur du projet, typiquement une haie qui a été abattue ou un circuit de camion qui passe juste devant, enfin voilà, ce genre de choses. En fait, à partir du moment où la démarche administrative elle est calée, on rentre dans le conflit, donc probablement une médiation, mais on n'est plus dans la capacité de co-construction. Par contre, on voit que si les projets, parfois les citoyens sont demandeurs, si les projets, les citoyens sont, ou en tout cas ceux qui peuvent exprimer un intérêt, sont associés dans la phase de conception, qui peuvent encore avoir un mot avant le dépôt, là on sent qu'il peut y avoir une marge de manœuvre. Après, encore une fois, je n'ai pas une grande expérience du sujet, mais il y a un moment donné aussi, il y a certains voisins qui peuvent dire, en fait, moi, c'est pas la question, c'est j'en veux pas en face de chez moi, quoi. Voilà. Et donc là, on rentre dans d'autres démarches que celle de la co-construction, que je peux pas raconter là, parce que j'en ai pas vécu. Mais voilà encore ce que je veux dire.